Rebonjour tout le monde. Alors, dans les 2 dernières capsules, on a vu comment fonctionne le système monétaire actuellement. Quels seraient les changements qui seraient, initiés par le projet de monnaie numérique de banque centrale? On a expliqué un peu comment ça fonctionnerait. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, les enjeux qui viennent avec un tel projet. D'abord, faut voir, les lobbies, parce que c'est des lobbies, et les banques centrales qui promeuvent ces projets-là, parce que je rappelle que tous ces projets-là sont, écrits noir sur blanc dans plusieurs institutions, dont la plupart des banques centrales au monde, produisent là des documents et projettent de mettre en œuvre un tel système monétaire. Donc, quand ces lobbies-là parlent de monnaie numérique, banque centrale, pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire un tel projet? Donc, quels seraient les avantages? Ben, selon les documents qu'on peut lire là-dessus, des institutions qui promeuvent ce genre d'idée-là, les avantages sont surtout présentés comme quelque chose de plus pratique. On veut, dans le fond, présenter cette idée-là comme ça va être plus efficient, plus efficace, plus pratique. Tout le monde va payer par système numérique. Évidemment, ils mentionnent le fait qu'il y a peut-être des possibilités de fraude, mais ils disent que si les infrastructures sont en place et sont solides, ces fraudes-là risquent d'être très rares, voire impossibles à faire. Ils disent aussi que ça peut favoriser une baisse de la criminalité parce que on va pouvoir suivre à la trace tous les échanges monétaires et donc ça va être plus difficile pour des criminels d'utiliser de la monnaie papier, comme on voit dans les films, là, des grosses valises avec des liasses de billets. Ce serait plus possible pour eux. On dit aussi que ce serait plus simple pour les échanges, internationaux, pour voyager. On dit aussi que ça aiderait pour, l'évasion fiscale. Donc, ce serait plus difficile de faire de l'évasion fiscale. Évidemment, ce qu'on sait par contre, c'est que pour les gens ultra riches, il y a toutes sortes de façons légales de faire de l'évasion fiscale. Aller essentiellement aux îles Caïmans ou, dans un endroit comme celui-là. Et donc, ce serait bon pour l'évasion fiscale, mais des gens qui sont pas très riches. Et finalement, on nous présente ça comme une espèce de plomberie monétaire qui a pas de saveur politique et qui, serait complètement neutre, et n'aurait que des avantages d'efficience. Évidemment, dans ces documents-là, et littéralement tous ceux que j'ai pu lire, et j'en ai lu plusieurs, il y a toujours des zones d'ombre assez importantes. C'est-à-dire qu'on parle jamais, littéralement jamais, de la concentration énorme de pouvoir que ça donne à l'État. Et on parle jamais de la possibilité d'abus politiques, parce qu'on parle quand même d'un système qui serait programmable, contrôlable à distance, qui mettrait en lien directement tous les citoyens avec l'État, qui offrirait une surveillance totale associée à une identité numérique. On peut facilement imaginer on pourrait assister à certains abus politiques d'un tel système monétaire. Et en fait, on n'a pas à regarder très loin parce que on a un exemple récent dans notre propre pays qui est celle du convoi de la liberté et ce qui a suivi la loi des mesures d'urgence au début de l'année 2022. On se souvient que pour se débarrasser, des camionneurs qui étaient stationnés à Ottawa, le premier ministre Trudeau et son cabinet, ont voulu, ont lancé la loi des mesures d'urgence et l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont essayé de geler les comptes en banque des camionneurs. Ils ont aussi essayé de geler les comptes en banque des gens qui avaient donné de l'argent aux camionneurs et comme ça, ainsi, un peu, martialiser le système monétaire, si vous voulez. Cependant, quand on suit un peu qu'est-ce qui s'est passé, le gouvernement a eu beaucoup d'obstacles. Ça a été assez difficile pour lui à faire ça. D'abord, il fallait, voter une loi
ce qui est essentiellement une loi martiale, ce qui n'est pas toujours très populaire au niveau politique. Ensuite, il fallait demander aux banques privées, ensuite au système de paiement, au système de financement sur Internet, les informations nécessaires sur les citoyens qui avaient aidé les camionneurs en leur envoyant de l'argent. Ensuite, il y avait une charte de droits fondamentaux qui ne leur permettait pas de faire absolument n'importe quoi, quoique. Et donc, au final, c'est une opération qui ne s'est pas très bien passée pour le gouvernement, qui n'a pas donné beaucoup d'avantages au gouvernement. Cependant, si le gouvernement avait pu utiliser la monnaie numérique de la Banque centrale, surtout l'aspect programmable tel qu'on l'a présenté et tel que les projets se dessinent, ça lui aurait donné énormément d'avantages parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu besoin de voter une loi des mesures d'urgence puisqu'il aurait eu directement accès au contrôle total des comptes en banque de tous les gens qui étaient impliqués dans le convoi des camionneurs. On aurait même pu imaginer qu'on utilise la monnaie programmable pour les empêcher d'acheter de l'essence, pour bloquer leur portefeuille, pour bloquer le financement. On aurait pu carrément laisser les camionneurs en panne sèche en plein milieu de l'autoroute. Ça aurait été possible pour l'État de complètement geler monétairement des individus ou des organisations. Et comme ça aurait été fort probablement lié à l'identité numérique, on aurait vu en fait que chaque citoyen qui aurait déplu à l'État aurait été immédiatement puni. Et ça aurait été beaucoup plus efficace que les très complexes manœuvres que le gouvernement a essayé de faire en début de 2022. Et là, on ne parle pas de quelque chose d'imaginaire, on parle de quelque chose que le gouvernement a réellement essayé de faire et qui aurait simplement été beaucoup plus facile de faire si l'infrastructure de la monnaie numérique de la Banque centrale avait été développée. Cela dit, vous pouvez peut-être vous dire que vous n'avez pas vraiment de problème avec ça parce que vous n'étiez pas en accord avec les camionneurs, le convoi de la liberté, puis vous trouvez que c'est correct d'avoir lancé la loi des mesures d'urgence et des punitions monétaires aux gens qui les ont financées. Vous pourriez évidemment avancer cet argument-là. On pourrait répondre d'abord que, bon, c'est pas très démocratique de penser comme ça. Simplement parce qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on souhaite que la loi martiale tombe sur les gens qui n'ont pas la même idéologie que nous, mais c'est surtout que un coup que l'État développe des outils comme celui-là, ça devient une arme à double tranchant parce que si c'est un parti politique au pouvoir qui utilise ce type d'outils-là comme arme politique, si le parti au pouvoir vous convient, vous plaît, tant mieux pour vous. Mais si c'est un autre parti, disons si le Parti conservateur arrive au pouvoir et que toute cette infrastructure-là leur est disponible, est-ce que là, vous allez avoir confiance en eux pour bien utiliser une monnaie qui est devenue une arme politique, littéralement? Je pense pas. Donc, en fait, il y a quand même un avantage à empêcher que le système monétaire et la monnaie elle-même deviennent, dans sa façon de fonctionner, une arme politique qui est aux mains de l'État. Et tout le monde peut au moins imaginer un scénario où ça pourrait être utilisé contre soi. Et c'est clairement quelque chose qui peut être très dangereux au niveau de l'abus politique, donc, et quelque chose qui est illustré par un exemple assez récent, comme on l'a montré. Donc, ça termine nos petites réflexions sur la monnaie numérique de la Banque centrale et je vous souhaite un au revoir et à la prochaine capsule.